Donc au-delà de ces deux zones protégées, on travaille aussi sur des espèces qui peuvent être présentes sur l'ensemble des sites. Donc par exemple les hippocampes en fait, qui sont, comme tout le monde ne le sait pas forcément, mais des poissons de la famille des Seignatidés. On voit en haut l'hippocampe à museau court et en bas un seignat qui s'appelle le seignat mystère, qui est de la même famille avec le même museau et aussi la même particularité que sont les mâles qui portent les petits. Et le fameux seignat mystère en bas à gauche, il n'a pas encore de nom parce qu'il a été observé à la pointe de Bauduc et à la pointe de l'Espiguette, initialement à la pointe de l'Espiguette. Et il a été vu nulle part ailleurs encore, donc c'est peut-être une nouvelle espèce, donc peut-être Sagnatus camargus, à voir. Et donc on travaille depuis 2 ans maintenant avec des spécialistes des Sagnatidés sur le lien intime entre les hippocampes en fait, et les bancs de sable. C'est vrai qu'initialement on avait tendance à les associer aux herbiers, mais il y a eu une étude à la pointe de l'Espiguette sur des bancs de sableux où on a des tombants de 6 mètres où on s'est rendu compte qu'il y avait toute une population qui faisait sa vie ici. Il y avait des naissances, de la reproduction, donc de l'alimentation, et puis elles partaient, puis elles revenaient régulièrement chaque année. Et c'est vrai qu'aussi en Camargue, on n'a peut-être pas eu les mêmes types d'études, on commence du coup à travailler dessus, mais on voit qu'ils sont revenus suite à la fin du chalutage. Les pêcheurs petits métiers, on voit souvent sur les cordes accrochées à leur filet ou dans leur pot à poulpe. Et ces études-là, qui se font en plongée, et on travaille aussi sur la connaissance de l'habitat dans lequel on les trouve, nous permettent aussi d'avoir d'autres données sur d'autres espèces qui peuvent fréquenter les bancs de sable. Donc on a parlé du serpenton, on le voit en haut à droite. Là donc, la méduse elle est plutôt en pleine eau, mais elle a été quand même très présente cette année, hein, même pour les gens qui étaient au bord de la mer. Et là on a une belle photo de Patrick Louisy où on voit, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un petit crabe en fait qui est sous l'ombrelle. Voilà, cette méduse, c'est la rhizostome. Elle n'est pas forcément très urticante. Enfin, les pêcheurs, quand ils ont dans leur filet, il vaut mieux qu'ils aient des lunettes parce que des morceaux de ces méduses dans les yeux, ça peut être vraiment ça peut brûler beaucoup. Et donc, forcément, on est amené à en avoir de plus en plus avec les changements climatiques, avec le réchauffement des eaux. Donc, effectivement, on va quitter la combinaison de plongée et on va prendre de la hauteur. Alors, on fait aussi des suivis donc, depuis le bateau. Des suivis qui concernent les oiseaux marins, par exemple. Pas beaucoup ici. Alors, on peut retrouver en Camargue, donc la Camargue est très connue pour les données ornithologiques, pour son importance au niveau de l'avifaune. Et du coup, comme espèce, on va pouvoir citer par exemple comme un des plus grands oiseaux marins, il y a le fou de bassin, le pingouin torda. C'est souvent méconnu, mais pourtant il y a des pingouins qui fréquentent le golfe de novembre à mars en Camargue. Les plus beaux planeurs, les plus fins. Et ensuite, les 3 espèces, alors on vous a mis en plus un peu pour vous induire en erreur, des espèces qui sont quand même pas très très communes et qu'on confond souvent, hein. On fait l'amalgame entre goéland, mouette et sterne parce qu'ils se ressemblent tous, qu'ils sont blancs et à peu près de la même taille, si on n'est pas trop connaisseur. Et pourtant, on vous a mis en plus des espèces pas très communes, donc le goéland railleur, la mouette tridactyle et la sterne naine, dont on parlait dans le documentaire. Donc c'est des espèces d'oiseaux, par exemple, qu'on peut retrouver en Camargue. Ensuite, comme autres animaux marins présents, on a les tortues marines. Alors, il faut savoir que dans le monde, il existe 7 espèces de tortues marines. En Méditerranée, tout bassin, on a 6 espèces sur 7. Donc la Méditerranée est très importante pour la conservation des tortues marines. Et en Camargue, on en a 3 qui fréquentent nos eaux. La plus commune, c'est la tortue caouane. Du nom de notre bateau. Oui, exact. Notre bateau se prénomme comme la tortue. La photo du milieu, donc c'est la tortue luth. Il est arrivé des échouages de tortues luth en Camargue. Et la tortue verte, mais ce sont quand même ces 2 espèces vraiment des observations très rares. Alors, on travaille beaucoup avec le CESMED. Pour ceux qui connaissent, c'est un centre de soins situé au Gros du Roi. Ils travaillent notamment avec les pêcheurs qui récupèrent des tortues dans leur filet et ils les réhabilitent. Et ensuite, ils peuvent les baliser. Donc, c'est ce qu'on voit par exemple sur la carte. Les points jaunes, c'est une tortue. Les points rouges, c'est une autre tortue qui a été donc soignée au centre de soins, remise à l'eau. Et on peut suivre en fait son parcours dans le bassin. Ici, le bassin partie occidentale de la Méditerranée.
Donc on voit que c'est quand même des espèces très mobiles qui se déplacent sur de longues distances. Le SESMED notamment, le bilan depuis 2002, ils ont soigné jusqu'à 450 tortues kawan. Donc c'est vraiment un travail très important et surtout fait de partenariats et de réseaux. Comme on dit, on s'appuie beaucoup sur le retour des pêcheurs. Et notamment, il y a aussi un travail qui est fait sur les pontes. La Camargue, comme on a dit, c'est très peu urbanisé. Donc ça serait un habitat idéal pour les tortues. Elles seraient vraiment tranquilles pour venir pondre sur nos plages. Le problème, c'est que c'est aussi de longue distance et difficile d'accès. Donc très difficile à suivre en fait, à reconnaître les traces. Ici, vous avez une photo. Donc ça, c'est l'exemple d'une tortue qui monte à la mer et qui, donc, en redescendant, elle laisse ces traces-là. Et pour autant, de plus en plus, notamment dû au réchauffement climatique, les tortues, elles changent de zone d'identification. Elles pondent beaucoup côté Grèce, normalement, Grèce et Turquie. Et là, de plus en plus, il y a des nids qui ont été retrouvés en Italie du Sud, Corse, Sardaigne, et de plus en plus en Méditerranée française. On peut citer notamment Valras, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Cette année, il y a eu une ponte à Valras et qui a été qui a été protégée, surtout qui a fonctionné parce qu'il y a à peu près soixantaine d'œufs qui ont éclos et qui sont arrivés jusqu'à la mer. Donc, affaire à suivre. Nous, on a les éco-gardes du littoral qui surveillent l'été et qui travaillent avec le SESMED sur ces protocoles de suivi. Mais voilà, c'est très particulier. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin en Camargue, mais on espère. Ça serait une bonne nouvelle pour nos sites. Énigme, comment appelle-t-on un bébé tortue? Je crois que je l'ai entendu. En plus, c'est un tortillon. Donc voilà, point culture générale, vous saurez. C'est vrai que ça fait un peu nouvel an, tortillon, mais non. Alors, comme autre espèce, on suit aussi le grand dauphin. Donc ça, c'est un suivi qu'on a commencé en 2021. Pour autant, il y a quand même un travail de synthèse que Delphine a réalisé depuis quelques années déjà. Elle collectait toutes les données sur les plateformes, par exemple les réseaux sociaux ou les retours des pêcheurs ou d'autres acteurs en mer. Donc ça, elle faisait déjà un travail de synthèse. Mais là, on a vraiment un suivi scientifique qui a été mis en place donc depuis 2 ans maintenant. Alors le grand dauphin, donc c'est une espèce de cétacé. Il faut savoir qu'il y en a 8 communément observés en Méditerranée et qui fréquentent nos eaux, seulement celle-là. Seulement cette espèce-là, parce qu'en fait, c'est une des seules espèces côtières de cétacés. C'est-à-dire qu'en fait, elle fréquente des fonds peu profonds où elle retrouve beaucoup de ressources. Elle est très opportuniste. Donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche à comprendre? C'est un peu son lien avec la Camargue. Pourquoi il y a cette espèce en Camargue? Qu'est-ce qu'elle vient y trouver? Et en fait, on aimerait donc comprendre aussi peut-être le lien avec l'influence du delta, l'influence du Rhône et des embouchures avec cette espèce. Donc on essaye de comprendre différents indicateurs, le nombre moyen des groupes, est-ce que leur mobilité, est-ce qu'elles reviennent aussi en fonction des saisons, la fidélité au site, combien de fois à l'année, et donc leur répartition spatio-temporelle et les comportements et la structure sociale. Il faut savoir qu'un grand dauphin, il a un comportement un peu particulier. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les mammifères marins ou les cétacés. Par exemple, les orques, ils vont vivre dans des grandes familles et se séparent rarement, alors que les grands dauphins, ils sont un peu comme nous, si on fait le parallèle toujours avec l'être humain pour mieux imaginer. Par exemple, le matin, vous quittez votre famille, donc vous êtes dans un groupe, la journée, vous allez au travail et le soir, vous allez au sport. Et donc, ça fait 3 groupes différents. Et si vous allez en mer pour observer le grand dauphin, et ben, peut-être qu'il y a un individu, vous allez le voir 2 fois dans la journée et il va être dans des groupes différents, comme ça. Voilà, c'est un peu la particularité de cette espèce. Donc, comment on arrive à suivre cette espèce? Grâce à la photo-identification. Donc là, c'est moins intrusif que par exemple les balises sur les tortues, comme on a vu tout à l'heure. On les suit avec donc, un appareil photo, tout simplement, en mer. Et chaque individu a ses propres marques, ses propres cicatrices. Plus un individu va être âgé, plus il va avoir de marques, forcément. Et ensuite, on collecte tout ça, on les trie, ces photos, et on crée des catalogues qu'on échange avec des structures partenaires pour comprendre mieux leurs déplacements, notamment. Oui, voilà. Donc, pour le moment, les photos qui ont été triées entre 2020 et 2023, on a quand même 49 individus dans notre catalogue à l'échelle de notre aire marine protégée, sans compter les nombreux jeunes et nouveau-nés qui ne peuvent pas être rentrés dans le catalogue parce qu'ils n'ont pas de marque, en fait. Ils ne vont pas être identifiés. Alors, ils ont des noms
un peu barbare parce qu'on a des codes. On a des codes comme TT, TT 01, 02, 03, ça c'est barbare. Mais on a nos petits chouchous parce qu'on en a qui viennent, on a remarqué qu'ils venaient régulièrement, notamment un qu'on appelle Fernand parce qu'il a, pour la petite histoire, comme un F en cicatrice sur la dorsale. Donc c'est Fernand qu'on a revu encore. Et Fernand, ça fait 9 fois en 3 ans qu'on le voit et à toute saison. Donc c'est vraiment un individu qui fréquente la Camargue et de manière régulière. Et comme je vous disais, dans des groupes à chaque fois complètement différents. Donc c'est un individu, probablement un mâle, qui fait complètement sa vie. Et donc du coup, je parlais des jeunes et des nouveau-nés. Alors comment on différencie vraiment un jeune, donc qui sera peu marqué, d'un nouveau-né? Alors simplement, il faut penser à un accordéon en fait. Il va sortir de la mer et il va avoir encore des plis fétaux. Donc comme vous pouvez voir sur les photos, j'espère que vous arrivez à voir. Donc il est vraiment en fait tout strié et il va être aussi, ici la photo du bas, on voit aussi la taille. Ça va être un individu vraiment de toute petite taille. Voilà. Et donc c'est très important parce que en 2 années de suivi, on a déjà constaté au moins 7 nouveau-nés. Alors on ne dit pas qu'ils sont nés en Camargue, on ne peut pas savoir évidemment, mais en tout cas ça veut dire que c'est des zones où ils trouvent assez de tranquillité et de la ressource. Donc à suivre, c'est assez encourageant. Alors maintenant, on va vous embarquer avec nous pour un suivi Grand Dauphin. Donc on va prendre notre matériel, notre gilet de sauvetage et on vous montre la dernière partie des documentaires d'Arte sur le suivi. Bon, on va passer à la partie la plus glamour du métier, c'est les échouages. Parce que les cétacés parfois se retrouvent sur les bords du rivage. Donc du coup, pour le coup, tout le monde peut les voir, même sans masque et tuba. Mais il y a des interventions à faire, que ce soit donc les cétacés et les tortues marines. En fait, font partie de réseaux en fait, pour les interventions, parce que ce sont aussi des espèces protégées, donc c'est pour ça qu'il y a ce travail-là. Et quand elles s'échouent vivantes, il faut pouvoir intervenir. Et quand ils s'échouent morts, il y a aussi des choses à faire pour avoir des données, mais aussi pour sécuriser les lieux, parce qu'elles peuvent transmettre des maladies. Donc bien sûr, le masque, on l'a connu avant le Covid pour ce genre d'intervention, parce que bon, vous avez pas les photos et l'odeur, mais il faut se protéger et il faut aussi se protéger des maladies. Donc il y a 2 réseaux qui existent, et vous aussi, si vous trouvez une espèce échouée sur la plage, vous pouvez intervenir. Alors pourquoi elle s'échoue? Ça peut être tout simplement qu'elle est en fin de vie. Il y a une partie des animaux qui vont couler au fond des océans quand ils meurent, et d'autres, en fait, au gré des courants, vont se retrouver sur les rivages. Ça peut être aussi des captures accidentelles par la pêche. Ça peut être qu'ils ont été désorientés par des sonars pour les cétacés, notamment. Ça peut être des tortues qui sont... Enfin, on ne sait pas toujours pour les tortues, par contre, pour qu'on les retrouve, parce que normalement, elles reviennent à la terre que pour pondre. Et donc, on est plusieurs formés, justement, pour intervenir. Alors, quand ils sont vivants, on travaille avec les pompiers, notamment. Les pompiers sont formés pour intervenir sur les dauphins, par exemple, échoués vivants, pour les remettre à l'eau. Ça ne marche pas toujours, mais quand ça marche, on est content. Parce que souvent, c'est lié à quelque chose... Parfois, il y a une bonne raison, comme une maladie, pour laquelle ils s'échouent. Et puis quand ils sont morts, eh bien, on va venir prendre des mesures, on va prélever des dents, parfois pour les cétacés, des morceaux de chair pour des analyses de contaminants. C'est pas nous qui faisons les analyses, mais comme on fait partir de réseaux et on fait remonter les informations. C'est aussi des informations pour nous, mais c'est à des échelles plus grandes, et sur ce type d'espèces, forcément, les données qu'on acquiert sur le territoire, elles servent à plus grande échelle, à l'échelle de la Méditerranée. Alors pour finir, on va vous parler de la partie sensibilisation. En fait, c'est ce qu'on fait ce soir avec vous. On vient pour vous rencontrer, parler de nos missions et plus généralement de la biodiversité marine, la faire connaître. Donc ça, c'est ce qu'on fait tout au long de l'année. Au cours de différents événements grand public, on a des stands, on a aussi des programmes avec les scolaires. On a réalisé une conférence, la première conférence sur le Grand Dauphin l'année dernière dans le cadre d'un festival. On a des animations avec les campings. On travaille avec différents acteurs relais qui nous aident à faire passer ce message auprès des plaisanciers, auprès des pêcheurs. On a notamment sur les photos en haut à droite, on voit la campagne Éco-Gestes. Pour ceux qui connaissent, c'est une campagne en fait à l'échelle de la Méditerranée française qui existe déjà depuis quelques années, qui bénéficie d'un grand réseau, et l'objectif c'est d'aller rencontrer les plaisanciers à bord de leur embarcation, donc nous en kayak ou en bateau, et de les initier aux éco-gestes à bord de leur navire. Par exemple, entre autres, des actions qu'on peut mener.
Alors, comme outil, on bénéficie aussi, avec l'appui du programme européen dans lequel je suis en poste, on bénéficie de nouveaux outils comme les casques de réalité virtuelle pour immerger les gens qui ont un peu moins l'habitude de mettre un masque et un tuba ou d'aller sous l'eau. Donc ça leur permet quand même, les enfants ou même les adultes, de s'immerger, de comprendre un peu mieux la biodiversité marine. On a d'autres outils de communication comme des plaquettes pêche pour les réglementations. On a aussi installé cet automne des panneaux de plage. Donc si vous vous baladez en Camargue, il y en a un à Piémonçon, à L'Anse-de-Carteau et au Sainte-Marie-de-la-Mer. On les a installés cet automne du coup. Ils sont spécifiques à chaque zone et c'est vraiment la biodiversité de chaque zone. Et on retrouve aussi des QR codes pour plus d'informations, nos liens, les contacts pour les échouages si jamais. On a aussi un programme, en fait notre liste de missions est très très longue, mais on a aussi un programme sur le suivi des déchets. Évidemment, la pollution plastique, c'est un fléau dont tout le monde est conscient ces dernières années. On participe à des nettoyages coopératifs avec des structures partenaires. Suivi avec le CEDRE qui se fait à l'échelle européenne, qu'on fait à l'embouchure du Petit Rhône, en fait sur une largeur de 100 mètres, longueur de 100 mètres et sur une largeur allant jusqu'à là où la mer peut aller déposer des déchets. On ramasse avec plusieurs collègues une fois par saison, donc 4 fois par an, tout ce qu'on peut retrouver et après on les classifie. Le catalogue de classification est vraiment assez copieux. C'est un protocole européen. Partout en Europe, il y a à ces mêmes périodes le même suivi. Ça permet aussi de voir en fait l'impact des actions qui ont été menées en matière de déchets à l'échelle européenne. Donc par exemple en haut à gauche vous voyez c'est des cotons-tiges, en fait des restes de cotons-tiges, parce qu'en mer, sur les plages, en fait ça fait partie des déchets qu'on retrouve le plus souvent et c'est tout simplement pour ce genre de raison qu'il y a eu l'interdiction d'utiliser des cotons-tiges en plastique parce que c'est plutôt là qu'on les retrouvait que dans les poubelles. Et donc, grâce à ce genre de suivi, on va voir si ça se réduit effectivement. Voilà. Et ça permet aussi de voir les autres problèmes et d'initier d'autres travaux. Et pour finir, chacun peut être acteur en fait. Là, nous tous, on peut tous être acteurs pour la préservation de la biodiversité marine. Donc par exemple, on parlait des plaquettes pêche parce qu'effectivement, on ne peut pas pêcher n'importe quelle espèce, n'importe quelle taille et n'importe quel poids. Il y a des réglementations qui existent afin de préserver la ressource et la croissance des poissons. Les herbiers sous-marins qu'on a vus en vidéo, pareil, ce sont des refuges de la biodiversité, donc c'est des lieux où il faut respecter la quiétude et la tranquillité pour la biodiversité marine. Pour les cétacés, si jamais vous allez en mer, il y a une réglementation qui interdit l'approche à moins de 100 mètres des animaux. Évidemment, s'ils viennent à vous, vous n'y pouvez rien, il faut les laisser faire. Mais voilà, il y a tout un code de bonne conduite à connaître, à savoir. Pareil, si on se balade sur les plages où il y a des sites de nidification pour les oiseaux, respecter, tenir les chiens en laisse. Tout ça, c'est des éco-gestes que, mine de rien, pour nous, c'est important de transmettre encore, toujours, auprès du grand public. Même si ça semble très connu ou plein de bon sens, mais voilà, c'est important de les remettre, de les redire. Et bien sûr, en fait, on compte sur vous pour la veille scientifique. Parce que là, par exemple, en Camargue, on est 2 à travailler. On ne peut pas être partout, sur toutes les missions. Et on s'appuie beaucoup sur le retour du grand public, de nos acteurs partenaires, de tous les gens avec qui on travaille. C'est grâce à eux qu'on connaît aussi mieux notre milieu. Donc pour ça, il y a des réseaux comme Ops en mer. Donc ça, c'est si vous allez en mer, donc à bord d'un bateau, ou Fun Paca pour les oiseaux ou autres espèces. On a sélectionné certaines actions, on va pas tout développer parce qu'il y a aussi des actions communes dans le cadre de programmation scientifique qui se font à d'autres échelles. Mais voilà, donc on en a sélectionné quelques-unes parce qu'on pensait que c'était peut-être plus présentable. Et voilà, si vous avez des questions, on peut y répondre maintenant.